retrouver. Alors, nous continuons donc cette série de leçons concernant le cours de structure de données et techniques de programmation. Nous allons aujourd'hui donc continuer avec la leçon numéro 4 concernant donc les fonctions au niveau du langage C. Donc, pour suivre un petit peu donc la lignée qu'on a tracée au départ. Donc, les fonctions, en fait, c'est la base de la modularité du langage C. Nous allons regarder donc tout au long de cette leçon comment est-ce qu'on peut construire les fonctions, quelles sont les différentes façons de déclarer, les différentes façons de programmer des fonctions. Grosso modo, nous allons donc présenter les choses de la façon suivante. Nous allons parler donc du prototypage, en fait, de la déclaration des fonctions. Nous allons parler d'une notion assez importante, c'est la confidentialité des fonctions, et nous parlerons aussi des différents problèmes de passage des paramètres, notamment les passages par valeur et les passages par adresse. Et nous parlerons à la fin d'une fonction assez particulière, c'est la fonction main, c'est la fonction principale dans tout programme écrit en langage C. Et puis nous parlerons des macro-fonctions ou des fonctions macro-générées. Alors, nous allons donc commencer notre leçon par la notion de prototypage. En fait, le prototypage, c'est tout simplement la déclaration des objets. En l'occurrence, ici, ce sont les fonctions. On va les déclarer pour le compilateur. Nous parlerons donc des fonctions. Bon, il faut bien comprendre un petit peu comment sont déclarées les fonctions. Alors, généralement, on a une déclaration sous cette forme-là. Donc, là, j'ai un petit exemple. Un entier A, un entier B, ce sont deux paramètres, et puis la fonction f, et une valeur de retour. On reviendra sur ces paramètres, ces valeurs de retour. Alors, une fonction, généralement, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un bloc d'instructions. On a parlé des blocs, c'est tout simplement un ensemble d'instructions, un bloc d'instructions qui peuvent être appelés une ou plusieurs fois. C'est d'ailleurs l'intérêt des fonctions. Alors, en C, il n'y a plus de notion de procédure qu'on a, autrement dit, tout est fonction. Bon, si vous voulez, chaque procédure, entre guillemets, est une fonction, c'est-à-dire elle retourne une valeur. On va voir, même s'il ne retourne pas de valeur, en fait, il en retourne une qui est void. Et si j'ai trois déclarations de fonctions, on va tout à l'heure faire la différence entre la déclaration d'une fonction et puis la définition d'une fonction. Là, on voit trois fonctions, la fonction f, la fonction g et la fonction h. Comme vous pouvez voir, la fonction f, c'est une fonction qui retourne un char. Et en fait, là, on voit la fonction, le nom de la fonction, et puis le type de retour. Ici, c'est le type char. On reviendra sur ce mot-clé statique tout à l'heure. Si vous prenez la fonction g, la fonction g, c'est une fonction qui renvoie un pointeur sur un type. Bon, un type qui a été prédéfini, c'est un type article. G, c'est une fonction qui retourne donc un pointeur sur article. Si vous prenez h, c'est une fonction qui, eh oui, c'est une procédure dans d'autres langages, mais c'est une fonction ici qui ne renvoie absolument rien, qui ne renvoie aucune valeur. On mettra la valeur void. Void qui veut dire vide, évidemment, mais ça veut dire surtout, quand on l'utilisera avec des pointeurs, ça voudra dire un type universel, beaucoup plus que vide. Alors, si on parle de fonction comme étant un bloc, bon, ça limite un petit peu les choses. Pourquoi ne pas faire un bloc? On va voir que c'est beaucoup plus important d'utiliser des fonctions qui peuvent être testées à part, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nom de la fonction f ici, en fait, c'est une sorte de pointeur constant. C'est une adresse dans une zone qui est définie, dans une zone mémoire. Donc, f est une adresse dans le programme qui est définie une seule fois à l'aide donc d'un bloc de code. On peut se demander, est-ce qu'on peut définir une fonction à l'intérieur d'une autre? En fait, c'est impossible. Les fonctions s'appellent et sont définies d'une façon très indépendante. Donc, pas possible de définir une fonction à l'intérieur d'une autre. Alors, généralement, quand on définit une fonction, en fait, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le prototype. Le prototype, c'est tout simplement dire que voilà ma fonction.
elle prend, par exemple là, f, elle prend deux entiers, et puis elle me renvoie un entier. C'est juste une déclaration, je ne dis pas exactement qu'est-ce qu'elle doit faire, mais je dis tout simplement, voilà, elle prend ça, et puis elle me renvoie ça. Comment elle le fait, ça, c'est un autre problème, et ça rentre dans le cadre de la définition, et c'est ce qu'on appelle le prototype tout court et le corps de la fonction, c'est ce qu'on peut appeler une définition. Là, la fonction, elle fait une multiplication et retourne la valeur du produit. C'est relativement simple comme exemple. Alors, évidemment, on peut rester un tout petit moment sur la notion de prototype. Alors, un prototype, donc, peut être déclaré, peut être fait en même temps que la définition, donc je donne le prototype et la définition, mais en règle générale, on peut donner un certain nombre de prototypes de fonctions sans les définir. On les définira plus tard, on les définira dans d'autres fichiers, mais on donne le prototype juste pour dire au compilateur que, eh bien, on va utiliser cette fonction, et voilà comment on va l'utiliser. Alors voilà un prototype où il n'y a pas de corps, donc c'est la même fonction de tout à l'heure, mais je n'ai pas de corps de la fonction. Alors, oui, pourquoi déclarer un prototype? Eh bien, c'est pour le dire au compilateur, pour l'avertir, tout simplement. Le compilateur, avant de faire un certain nombre de choses, avant de faire l'édition de liens, il a besoin d'un certain nombre d'informations. Et ces informations, eh bien, elles se trouvent là. L'information qui fait que f, il fait des choses, ça, c'est quelque chose dont le compilateur n'a pas besoin. Donc, f est défini dans un autre fichier, ou bien plus loin, comme j'avais dit tout à l'heure. Alors, c'est une image. On peut dire que le prototype, c'est tout simplement une carte de visite de la fonction en question. Il va dire tout simplement, moi, voilà ce que je fais. Maintenant, comment je le fais, ça peut être décrit ailleurs. Regardons ce prototype. Donc là, j'ai une fonction recherche qui prend un certain nombre de paramètres. Là, vous voyez qu'il y a 3 paramètres et elle retourne une valeur. Alors, je peux décrire les paramètres. Ici, c'est un tableau d'entiers, là, c'est un entier, et là, c'est un entier, donc il prend un tableau et 2 entiers. Et puis, il retourne une valeur qui est une valeur entière. Alors, je peux spécifier le prototype de cette façon, c'est un prototype complet. Je peux avoir un prototype qui n'est pas complet. Alors, pourquoi un prototype complet? Eh bien, c'est plus simple pour un utilisateur de comprendre. C'est pour faciliter donc la documentation pour le programmeur. Il comprendra que là c'est table, là c'est n et là c'est x. On peut opter pour un prototypage en fait, un prototype de fonction incomplet, c'est-à-dire je ne donne pas les noms de tableaux, le nom des paramètres. Donc là, les arguments formels peuvent être omis, il n'y a pas de n, il n'y a pas de table, il n'y a pas, mais c'est suffisant pour le compilateur. Alors, c'est suffisant pour le compilateur parce qu'on a dit que le compilateur, en fait, il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'elle fait la fonction exactement, il n'a pas à savoir quels sont les noms des paramètres. Par contre, il doit savoir les types. C'est très important, le compilateur au départ, il doit savoir les types pour déterminer les tailles de la mémoire. Donc là, on avait défini exactement les types. Maintenant, quant au type de retour, eh bien, on peut mettre n'importe quel type, ou presque. Alors, commençons par les plus simples. En fait, le plus simple, c'est lorsque la fonction ne renvoie absolument rien, et dans ce cas, on mettra void. Dans les cas où on oublie de mettre ce void, par exemple, eh bien, automatiquement, le type, par défaut qui est renvoyé, c'est le type int. Si on met le type int, c'est automatique. Mais si on l'oublie complètement, eh bien, c'est le type int qui est renvoyé par défaut. Par exemple, ici, j'ai oublié le type de retour. Eh bien, c'est le type int. Autrement dit, c'est une fonction qui renvoie un entier. Quand vous déclarez un prototype d'une fonction, eh bien, quand vous déclarez un prototype d'une fonction, quand vous définissez une fonction, généralement, eh bien, il y a un certain nombre de types que vous pouvez envoyer, mais il y a un certain nombre de types que vous ne pouvez pas envoyer. Alors, par exemple, là, vous avez le type tableau et le type fonction, tableau tout court et type fonction. Vous ne pouvez pas renvoyer par une fonction un tableau. Vous ne pouvez pas renvoyer par une fonction une autre fonction. Évidemment, il y a des alternatives à ceci, c'est-à-dire on peut avoir des solutions par le biais des pointeurs.
mais peut-être un pointeur vers le premier élément du tableau, hein, à envoyer, ou bien un pointeur de fonction, ça c'est possible. Alors, à l'intérieur, pendant qu'on décrit comment la fonction est faite, enfin, quand on décrit ce que fait la fonction, eh bien, il faut écrire une instruction return qui permet de retourner la valeur. Ici, l'expression retournée avec return expression doit être du même type que le type de retour. Donc, le return spécifie à la fois la fin de la fonction. Hein, évidemment, quand on arrive à return, ça veut dire que la fonction est interrompue et on donne la main au programme ou à la fonction qu'il a appelée. Et attribue comme valeur à cette fonction, donc la valeur de l'expression qui est spécifiée ici, comme j'avais dit. Alors, à la base d'un certain nombre de concepts ou de paradigmes de programmation, notamment le paradigme objet, hein, le but ici, ce n'est pas de parler du paradigme objet, mais c'est de parler de choses qu'on a ajoutées après au langage C, avec le langage C++, avec le langage Java. Eh bien, on a appelé, on parle d'objets et de confidentialité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut cacher l'implémentation d'un certain nombre de choses. Alors, on sait déjà, dans le langage C, on sait comment est-ce qu'on peut cacher un certain nombre de choses. Alors, c'est la confidentialité, c'est-à-dire je peux définir des fonctions qui peuvent être visibles là, ne pas être visibles là, etc. Alors, si vous prenez un exemple, hein, vous prenez par exemple une fonction, bon, et vous voulez qu'elle soit confidentielle, c'est-à-dire vous voulez qu'elle soit définie quelque part. Quelque part où? Dans un fichier. Il suffit tout simplement de la déclarer comme étant statique à l'intérieur de ce fichier. Il suffit tout simplement d'ajouter ce mot clé statique dans le fichier. Alors le mot clé statique en langage C, on le verra, enfin on le verra, vous le verrez, ça s'utilise un petit peu partout, mais là je l'explique pour les fonctions. Le mot clé statique veut dire tout simplement que c'est une fonction confidentielle et elle est réservée au fichier. Alors si on prend un petit exemple et vous allez voir, donc il n'est pas utilisable à l'extérieur, mais à l'intérieur du fichier, là où c'est défini. Alors regardez avec moi cet exemple-là. On a ici quelques fonctions. Donc vous avez ici la fonction avant déclaration, top secret, hein, et après. Alors, si vous prenez par exemple ici, enfin, vous avez un certain nombre de blocs qui sont définis par des fonctions. Si vous prenez par exemple ici top secret, il n'est pas visible à ce moment-là. Hein. Alors, avant, je ne connais pas, même si c'est dans le même fichier, je ne connais pas top secret, donc top secret n'est pas visible. Autrement dit, on aura un problème au niveau de l'exécution. Avant la déclaration, avant la déclaration, ici, la déclaration, il viendra là. Avant la déclaration, je peux utiliser top secret, mais il faut déclarer son prototype. Il faut dire que je vais utiliser une fonction qui s'appelle top secret, qui va venir après et qui est statique. Donc je peux l'utiliser là. Et évidemment, dans top secret elle-même, je peux faire un appel récursif et je peux avoir donc top secret qui appelle top secret et elle est visible là. Aucun problème, il n'est pas confidentiel dans ce sens. Et si vous prenez après, il était visible, c'est dans le même fichier, eh bien, il était déclaré, pardon, c'est dans le même fichier et donc il est visible à ce niveau-là. Voilà, donc une fonction confidentielle, elle est définie dans un fichier et même dans le même fichier, il faut qu'il soit déclaré auparavant ou bien dans la même fonction. Alors, nous passons maintenant à un problème qui est assez important, c'est le problème de passage de paramètres. Vous savez que la notion de fonction, c'est une notion de bloc, évidemment, mais c'est aussi une notion de communication entre des modules. Regardons maintenant comment est-ce qu'on peut expliquer, expliquons maintenant cette notion de paramètres. Alors, tout d'abord, quand vous regardez donc une fonction, comme j'avais dit, donc il y a un type de retour, il y a 2 paramètres ou 3 ou plusieurs paramètres. Ici, vous avez les paramètres A et B, donc ce sont des paramètres dits formels parce que généralement, ils n'ont pas une existence. Hein, ce sont des paramètres effectifs qui existent réellement. Hein. Ces paramètres sont passés par valeur. Cela veut dire qu'on récupère les valeurs des
paramètres effectifs, hein, qu'on va donner à ces paramètres formels. C'est-à-dire la communication, ça se fait par valeur. Eh bien, si les types des paramètres, c'est-à-dire si on a oublié de spécifier là le type, si les types des paramètres sont Tommy, hein, on ne les a pas spécifiés, eh bien, ils sont considérés, comme le type de retour d'ailleurs, ils sont considérés comme étant des entiers. On peut passer évidemment n'importe quel paramètre avec des types. Évidemment, il y a quelques restrictions, mais sachez tout de suite qu'on peut passer en paramètre une fonction, hein, à une autre fonction. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Là, je vous donne un exemple assez représentatif. Vous avez ici 4 fonctions. Hein, donc vous avez la fonction SQR. SQR, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle prend un double x et elle retourne le carré de ce double. Et puis P4, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle prend un nombre et l'élève à la puissance 4. Hein. Vous avez une autre fonction show et la fonction main qui est la fonction principale. Alors, fonction main qui appelle show, avec ici, vous voyez bien show, qu'est-ce qu'il a comme paramètre? Eh bien, il a une fonction, SQR ou P4. Hein. Et vous voyez là, SQR et P4, ce sont des paramètres effectifs. Hein. C'est-à-dire ici que je peux utiliser n'importe quelle fonction. Hein. Eh bien, ça je le dis là, show peut utiliser n'importe quelle fonction. Mettons f. Et là, vous voyez que c'est très important de comprendre un peu le prototype, les prototypes, parce que là, il faut bien lire des choses. Ici, c'est quoi? F veut dire que c'est une fonction, mais en fait, on ne peut pas passer comme ça une fonction. C'est un pointeur sur une fonction qui renvoie un double. C'est-à-dire, ici, dans ces paramètres, je ne peux utiliser que des fonctions. Évidemment, je peux faire du casting, c'est-à-dire des changements explicites de type. Je ne dois utiliser que des fonctions qui renvoient un double. En l'occurrence, SQR, elle renvoie un double. P4, elle renvoie un double. Et si j'ai cette fonction, eh bien, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux, par exemple, afficher un certain nombre de valeurs de cette fonction. En l'occurrence, ici, show, il va montrer les valeurs entre 0 et 9 de la fonction f de i. Il a remarqué que f, puisque f, que ça soit SQR ou P4, eh bien, ou f ici, comme paramètre formel, eh bien, le paramètre de f, hein, c'est double, eh bien, je dois le convertir en double d'une façon explicite. Voilà donc un exemple où on peut passer en paramètre donc une fonction à une autre fonction. Alors maintenant, si la fonction accepte un nombre inconnu d'arguments, c'est possible. Au départ, on peut connaître de façon précise le nombre d'arguments, mais on peut ne pas le connaître. Mais dans ce cas, eh bien, c'est le cas d'ailleurs de printf. Printf qui affiche un certain nombre de valeurs, qui peuvent être des chaînes de caractères ou des nombres, et on ne sait pas exactement le nombre de paramètres. Hein, c'est très important de délimiter le nombre de paramètres pour le compilateur, mais si on ne le sait pas, eh bien on sait c'est possible de préciser avec 3 points. Par exemple, là, je peux spécifier une fonction où je ne sais pas a priori le nombre de paramètres, et le nombre de paramètres peut être déterminé à la compilation. Donc j'ajoute ici les 3 points de suspension, c'est quelque chose qui est possible. Bien, alors un petit avertissement, il faut éviter de modifier des variables dans l'appel des fonctions. Hein. Comment? Pourquoi? On va voir un petit exemple. Imaginez que vous faites cela. Une fonction où vous initialisez une variable, puis vous affichez. Là, vous faites appel à une fonction, printf, hein, et avec un certain nombre de paramètres, et puis vous mettez i et i++ en même temps dans l'appel de la fonction. Alors, en fait, ça va afficher 3 pour i, ce n'est pas du tout attendu parce que i, c'est 2. Et pour i++, eh bien, on s'attendait à ce qu'il affiche 3, mais en fait, il affiche 2. Et là, vous voyez un petit problème. Pourquoi? Eh bien, parce que, tout simplement, les paramètres, c'est un problème de pile d'exécution, les paramètres sont poussés dans la pile de la droite vers la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez une exécution normale de printf, eh bien, on va mettre dans une sorte de pile, hein, les paramètres. C'est-à-dire, on va mettre l'un au-dessus de l'autre, les paramètres. Mais seulement les paramètres, ils sont mis de droite vers la gauche. C'est-à-dire, le premier, c'est i++, le deuxième, c'est i. Ce sont tout simplement des cases mémoire
hein, correspondant à ces paramètres. Et le troisième, c'est une case mémoire représentant en fait la chaîne littérale qui est en fait le format d'affichage de printf. Alors le problème ici, c'est que i++, i est... Alors quand on met les choses de droite à gauche, évidemment la valeur qui va être affichée, bah, ce n'est pas exactement la valeur. Vous voyez bien que i est là la valeur 3 et i++ est là la valeur 2. Alors maintenant, bon, on a parlé de la façon de communiquer. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a des paramètres qui sont utilisés par la fonction et des paramètres qui sont utilisés par la fonction qui appelle. Hein. Donc d'un côté, on a les paramètres formels, et de l'autre côté, on a les paramètres effectifs. Ce sont les valeurs des paramètres effectifs qui vont être transmises. Comment? Par valeur. On ne s'intéresse pas aux paramètres effectifs, on s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur, aux valeurs. Ce n'est pas toujours... c'est-à-dire on peut avoir un certain nombre de problèmes qui ne peuvent pas être résolus de cette façon. Alors c'est pour cela que il faut prendre un petit peu plus de précautions. Alors de précaution, surtout si on a à modifier des objets. Alors pour modifier des objets, il faut non pas passer par valeur, mais par adresse. Prenons encore un exemple pour expliquer. Alors je prends un exemple très très simple. J'ai deux variables, mettons n et m, donc n et m. Dans n il y a 10 et dans m il y a 20. Et je veux les échanger, c'est-à-dire 10 viendra ici et 20 viendra dans n. Je veux tout simplement faire un swap, je veux changer les variables. Alors je vais écrire une fonction qui s'appelle échange, qui prend deux paramètres, a et b. Remarquez que a c'est un paramètre formel, b c'est un paramètre formel, qui vont être remplacés par les valeurs de n et de m quand je vais les appeler ici. Qu'est-ce que je fais dans le corps de la fonction? Évidemment, je ne peux pas remplacer en mettant a égale à b et b égale à a des affectations, mais je dois utiliser une troisième variable auxiliaire, une variable auxiliaire qui est la variable ici c. Voilà, donc l'échange, et j'appelle échange nm. Et le problème, c'est que l'échange ne se fait pas réellement, parce que là, j'ai les mêmes valeurs. Et en fait, pourquoi? Parce que ici, on avait déclaré des paramètres n et m, on avait déclaré des paramètres a et b qui n'ont a priori aucune relation. A et b, on va faire les changements dans a et b, mais on ne les a pas fait dans n et m. C'est-à-dire on a fait une photocopie, on a fait les changements de la photocopie, puis après on a balancé la photocopie. Alors maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour changer cela? Eh bien, il faut dire tout simplement... il faut dire à l'ordinateur que on ne veut pas les valeurs, mais on veut vraiment aller à la case mémoire n et m et changer les choses. Alors c'est ce qu'on fera ici, en ne travaillant pas par des valeurs, mais en travaillant par des adresses. C'est-à-dire que ici, le changement, quand il est fait sur A et sur B, en fait ce n'est pas sur A, c'est sur étoile A. Et étoile A, c'est quoi? C'est une adresse de n et de m. Pourquoi de n et de m? Parce que j'ai passé l'adresse de n à la place de A. L'adresse de m à la place de b. Autrement dit, les changements qui vont être faits dans A et dans B vont être faits réellement dans les adresses pointées par A et par B, c'est-à-dire par n et m. Et là, on voit que le changement a eu lieu. Donc, n et m doivent être changés, il faut les passer tout simplement par adresse. Alors, pour simplifier, quand on a des valeurs qu'on ne veut pas changer, eh bien, on peut les passer par valeur, mais quand on a des valeurs qu'on doit changer, par exemple des valeurs en sortie, eh bien, on doit les passer par adresse. Alors, la fonction principale, il y a une fonction qui est très importante dans tout votre programme quand vous l'écrivez, c'est la fonction main. Alors il y a un certain nombre de petites choses qu'il faut dire là-dessus. Donc la fonction main, c'est une fonction, elle est appelée par une autre fonction. En fait, c'est une fonction du système d'exploitation. Quand vous prenez un système d'exploitation, c'est une fonction exec qui appelle la fonction main. Le système d'exploitation donc considère votre programme comme étant tout simplement une fonction. Donc main, c'est une fonction, on n'a pas besoin de la déclarer parce qu'automatiquement elle est déclarée. Alors, j'avais dit que c'était un point d'entrée du programme, c'est le point clé du programme, c'est là où commence l'exécution du programme. Évidemment, on ne doit pas avoir plusieurs versions, plusieurs mains dans l'application.
Et la fonction main, en fait, peut être utilisée, et là on voit un exemple de fonction avec plusieurs paramètres. En fait, la fonction main peut être utilisée sans paramètres, comme on l'a vu, mais elle peut être utilisée avec 2 paramètres, avec 3 paramètres. Donc on peut avoir un certain nombre de paramètres. Il est possible de lancer donc un programme en lui passant un certain nombre de paramètres. À quoi ça sert ces paramètres? Ça sert à faire la liaison entre votre programme et le système d'exploitation. Si vous avez besoin, par exemple, d'avoir des paramètres d'environnement, eh bien, vous lancez, si vous avez besoin d'avoir, par exemple, le path, la règle de recherche, si vous avez besoin d'avoir l'environnement, le nom de l'utilisateur, etc. Donc, des informations concernant l'environnement, eh bien, vous pouvez l'avoir en passant à la fonction main un certain nombre de paramètres. Et la fonction main, en s'appelant, il va récupérer ces informations. En fait, voilà la communication, comment ça va se passer. Alors, regardons regardons un exemple. Alors, au niveau de la déclaration, ça se présentera comme ceci. Donc, vous avez la fonction main, et on peut avoir des paramètres. Généralement, il est utilisé de cette façon. Vous avez un paramètre argc, donc c'est un arg counter, donc il compte le nombre d'arguments, les arguments, et v ici, enfin argv, c'est en fait les arguments. Alors c'est quoi les arguments? C'est-à-dire quand vous exécutez maintenant votre programme, eh bien vous lui donnez un certain nombre de paramètres. C'est comme si vous lancez une commande Unix ou une commande MS-DOS, c'est une commande avec des options, avec des arguments. Eh bien ces arguments, on peut les récupérer ici, leur nombre dans ce paramètre-là. Alors, c'est ce que je dis tout de suite. Donc, c'est ce que j'explique, en fait, tout de suite dans cet exemple-là. J'ai ici une fonction main, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement afficher les paramètres qu'il a. Donc, les arguments qu'on a passés à la fonction, donc la fonction main, on va la considérer comme un programme dédié pour écrire une commande du système d'exploitation. Tout programme que vous écrivez, en fait, c'est une commande du système d'exploitation. Alors, le programme main ici, il a un certain nombre de paramètres. Je peux afficher ces paramètres ou ces arguments. Et si le nombre d'arguments passés à main, et ce nombre, c'est argc, et puis une boucle pour afficher tous les arguments, argv2i, et puis avec un format string, un format chaîne de caractères, j'affiche argv de i. Et là, vous voyez que argv, c'est un tableau de chaînes de caractères. On reverra, quand on parlera des chaînes de caractères, cette notion de pointeur sur un caractère, cette relation entre pointeur sur un caractère et chaîne de caractères. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que argv, c'est un tableau. De quoi? C'est un tableau de chaînes de caractères. C'est quoi les chaînes de caractères qu'il y a? Ce sont les options qui seront passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous exécutez votre programme, si jamais vous l'exécutez en ligne de commande, là, vous avez une seule ligne. Arg, c'est le nom de votre programme, c'est le programme, là où il y a le main. Et puis, vous donnez un certain nombre de paramètres. Là, je donne le paramètre qui s'appelle premier. Je peux donner un deuxième paramètre qui s'appelle, alors là, c'est sur la même ligne, évidemment, un paramètre avec des espaces. C'est une chaîne de caractères littérale. Un autre paramètre 3, un autre paramètre 4, un autre paramètre stop. Et bien, là, je l'appelle. Automatiquement, dans argc, il y a le nombre de paramètres. Et dans argv, il y a tous ces paramètres qui sont spécifiés. Alors, la réponse, en fait, l'exécution, argv, c'est le nom du programme en question. Alors, j'avais dit tout à l'heure que dans argv, c'est un tableau de paramètres. Effectivement, c'est des paramètres. Mais le premier de ce tableau, la première chaîne de caractères, c'est le nom de la commande ou le nom du programme que vous avez écrit. Alors, le nom du programme ici, comme premier argument, c'est l'argument premier. Comme deuxième argument, c'est celui-là. Et puis, comme troisième argument, ça serait ça. Quatrième argument. Et puis, cinquième argument, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, voilà les arguments. Ils sont ici. C'est-à-dire que là, ça nous a permis donc de communiquer entre notre programme qu'on a écrit, notre commande, et le système d'exploitation, en fait, qui a récupéré les options et nous les a livrées, les a récupérées dans argv et nous les a livrées ensuite. Argc, ça indique le nombre donc de paramètres, comme on a vu, et puis argv, c'est tout simplement le tableau, comme je l'ai expliqué, contenant
les arguments. En fait, ce sont des adresses, hein, les adresses des arguments. Pour simplifier, on parlera donc d'un tableau de chaîne de caractères, en fait, pour ne pas parler des adresses et des pointeurs, pour le moment. Alors, le argv, donc on a dit que c'est le nom du programme. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la dernière chaîne de caractères, eh bien, elle est à nul. Argv de argc, si vous voulez, égale à nul. C'est pour terminer un petit peu le tableau des chaînes, enfin, le tableau des paramètres. Alors, vous avez d'autres possibilités. J'ai parlé tout à l'heure de la possibilité de passer des paramètres comme étant le nombre d'arguments et les arguments de la ligne de commande. Eh bien, on peut aussi passer des paramètres d'environnement. Alors là, vous voyez ici, j'ai 1, 2 et 3 paramètres. J'ai ajouté ici arg-e, c'est pour les arguments d'environnement, hein, et puis le corps du programme. Alors, comment ça se passe? Eh bien, arg-e, ce sont les arguments, donc les adresses des arguments d'environnement. Quand je parle des arguments d'environnement, comme j'avais dit, donc c'est le path, ça peut être c'est le user, c'est le hostname, etc. Donc des informations concernant l'environnement qui sont fournies par le système d'exploitation. Et donc ces arguments sont aussi disponibles à travers les variables globales. Évidemment, on peut utiliser le programme avec arg-e. On peut aussi utiliser, mais là ça sort un peu du cadre du main, on peut utiliser des variables globales, enfin pas du cadre du main, du cadre des paramètres dans main, on peut utiliser des variables globales plutôt que des paramètres, donc des variables globales, et les introduire dans le programme. Vous pouvez les introduire dans le programme que vous écrivez. Alors, on peut utiliser, au lieu d'avoir un paramètre accès, vous pouvez utiliser le souligner accès, souligner argv et souligner environ pour environnement. Voilà, donc on a parlé des fonctions généralement, on a parlé des types, on a parlé des définitions, hein, le passage des paramètres, et puis on a vu tout à l'heure comment est-ce qu'on peut écrire la fonction main qui est la fonction principale. Maintenant on va voir un autre aspect qui est lié aux fonctions, hein, ce sont les macrofonctions. En fait, ce ne sont pas des fonctions, on va voir qu'il y a beaucoup de différences, mais généralement, on a utilisé un certain nombre de macrofonctions qu'on a dit la fonction telle, mais en fait, ce n'était pas des fonctions. Regardons ce que ça veut dire les macrofonctions. Alors, si vous prenez une macro telle que celle-ci, donc la macro ici, c'est min. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut l'imaginer comme étant une fonction. Je lui donne 2 paramètres et elle fait la comparaison et puis elle me renvoie le plus petit. Là, remarquez que j'utilise ici un opérateur tertiaire, point d'interrogation et 2 points. Voilà, c'est simple. J'ai dit une fonction min, en fait ce n'est pas une fonction, c'est une macro. Alors qu'est-ce que ça veut dire une macro? Ben, c'est tout simplement quelque chose qui va être généré, qui va être remplacé dans le corps du programme par ce qu'il y a ici. Hein. Et là vous remarquez que je ne précise pas exactement le type des paramètres, hein, parce que tout simplement ce que j'ai écrit là, quand je vais trouver, c'est-à-dire moi je suis l'ordinateur, quand je vais trouver min de quelque chose, je vais la remplacer par ce qu'il y a ici, comme étant une chaîne de caractères. Et donc c'est substitué à un niveau un petit peu plus haut que du compilateur, c'est ce qu'on appelle le préprocesseur. Donc le préprocesseur, avant de commencer donc la compilation, la première phase de compilation, il va remplacer les macros par le code qui a été donné exactement. Alors, si je prends par exemple int y égale min x0, ben, le préprocesseur va préparer le programme en remplaçant min x0 par x inférieur à 0, entre parenthèses, point d'interrogation, x 2.0, tout simplement. Il n'a pas à savoir est-ce que c'est correct ou pas. Il va tout simplement remplacer. Voilà les macros. Bon, alors ça simplifie un certain nombre de choses. On va voir les avantages, mais il y a quand même un certain nombre d'inconvénients. Voilà, donc on remplace tout simplement par les valeurs x et 0. Alors les points forts, tout d'abord, ben, c'est pratique. C'est pratique, ça va remplacer tout simplement, c'est une sorte de notion de... C'est un peu le point fort des fonctions, c'est-à-dire ça remplace un bloc d'instructions, un certain nombre d'instructions, par quelque chose qui est relativement court en termes syntaxiques. Donc c'est pratique, c'est rapide. C'est rapide parce que le mécanisme d'appel des fonctions n'est pas mis en œuvre ici, c'est-à-dire lorsqu'on écrit une fonction, on va déclarer des paramètres, et ces paramètres, eh bien, on va
sur une pile d'exécution. On reviendra quand on parlera des piles d'exécution, c'est-à-dire quand vous avez une fonction qui s'exécute, il y a un certain nombre de paramètres, on leur réserve de l'espace, hein, et puis quand on a fini de travailler avec la fonction, eh bien, on va revenir pour éliminer cet espace. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle le contexte. Alors ici, le point fort, c'est qu'on n'a pas de contexte, il n'y a pas un appel de fonction, donc on gagne un peu de temps, c'est plus rapide. Évidemment, il y a d'autres... il y a le revers de la médaille, eh bien, c'est que c'est très difficile de mettre au point des programmes avec des macros, avec des macros. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, min, quand on l'avait écrit, eh bien, une fois que le préprocesseur est passé, il n'a aucune existence. Terminé, parce qu'il a été remplacé. Maintenant, si on veut revenir pour voir où est-ce qu'il y a un problème d'exécution, pour mettre au point le programme, eh bien, on ne peut pas avoir la valeur de min parce qu'il a été effacé. Donc, problème au niveau de la mise au point et aussi problème au niveau de maintenance. Voilà. Alors, un ou deux exercices pour simplifier, pour illustrer, mais ils sont très simples. Le premier, donc, si je vous demande par exemple, et là, qu'affiche printf i++ i, il affiche 2, 2. Alors c'est un exercice, en fait, même si je vous montre la solution, en fait la question c'est pourquoi, hein, pourquoi ça affiche 2, 2. Et on a vu tout à l'heure un petit peu le pourquoi avec un exemple un peu plus... Pourquoi ça affiche maintenant 2, 2. Tout à l'heure on a vu 3, 2, maintenant regardez pourquoi ça affiche 2, 2. Donc là, c'est pour éviter ce genre d'appel, en fait, que je vous parle de cet exercice. Alors, je vous donne maintenant un exemple de substitution, en fait, qu'il faut regarder de plus près avant de vous lancer. Alors, le carré de A, c'est A fois A, ce qui est logique. Et puis, dans le programme, je remplace Y égale carré de X plus 1. Hein? Cette substitution, je pense que vous pouvez voir directement à quoi ça va ressembler une fois que le préprocesseur est passé. Hein, y égale, et puis le carré il est remplacé par A fois A. A c'est X plus 1, et A c'est X plus 1. Hein. Pas de problème, c'est remplacé par X plus 1 multiplié par X plus 1. Un problème quand même parce que X plus 1 multiplié par X plus 1, c'est pas ce qu'on attend parce qu'il y a la priorité des opérations. Et ce qui va être effectué la première fois, c'est ce 1 multiplié par X parce qu'il est plus prioritaire, parce qu'il est prioritaire par rapport à l'addition qu'il a et à l'addition qu'il a. Autrement dit, on va voir X plus 1. Hein? Donc c'est un problème. Il faut, on peut le résoudre hein, en déclarant une macro de cette façon. Vous voyez, on a résolu le problème en utilisant des parenthèses tout simplement. Là, ça protège la règle de priorité. Alors c'est pour cela que quand vous regardez les différents... si vous rentrez un petit peu pour regarder les différents macros, hein, eh bien, vous verrez qu'il y a plein de parenthèses et c'est pour éviter ces petits problèmes. Dans les langages qui suivront, en fait, qui sont dans la lignée de C, eh bien, on a essayé d'éviter un peu ces macro-générations parce que ça a ce qu'on appelle des effets de bord, c'est-à-dire on peut changer une variable globale sans avoir vraiment l'intention de la changer et on ne se rend pas compte. Hein, donc, pour simplifier l'idée des effets de bord. Donc, ça peut présenter beaucoup d'effets de bord. Voilà. Alors, nous allons passer en revue donc un aspect très important du langage C, c'est la notion de fonction. Nous avons dit que les fonctions, eh bien, communiquent entre eux par passage d'arguments ou passage de paramètres, et le seul passage qui est permis, c'est le passage par valeur. Évidemment, on peut construire des passages par adresse nous-mêmes. La prochaine fois, eh bien, on parlera dans le même cadre, dans le même bloc donc du langage C, donc des compléments sur le langage C, on parlera de la notion d'enregistrement, hein, ou la notion de structure en C, et on parlera donc de la mise en œuvre de ces structures et des unions. Je vous remercie pour votre attention et puis à la prochaine leçon.